C'est bon? Alors, bonjour tout le monde. Alors donc, je suis Ramzi Guettari, je suis enseignant à l'école polytechnique de Tunisie à la Marsa et j'enseigne aussi à l'université centrale. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille sur l'intelligence artificielle. J'encadre des étudiants en thèse et puis je collabore parfois avec des entreprises donc, qui me demandent un conseil. Et là, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu d'un phénomène que tout le monde connaît certainement et je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible comment il fonctionne. Donc, pour expliquer comment réellement fonctionne ChatGPT, il faut des mois et des mois parce qu'il utilise tellement de techniques d'intelligence artificielle diverses et variées. D'ailleurs, c'est un des points qu'il faut soulever sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle universelle comme le cerveau humain. Donc, il y a des modèles qui s'appliquent pour différentes problématiques et qui permettent de résoudre des problèmes différents. Donc, vu que ChatGPT traite énormément de problèmes, donc il utilise différentes technologies. Certainement, vous en avez entendu parler, l'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, le traitement automatique des langues naturelles, etc. Et donc, l'idée ici, c'est d'expliquer un tout petit peu comment il fonctionne. Donc, on va introduire quelques modèles d'intelligence artificielle de manière simple pour comprendre quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'informatique classique. Et puis, on va voir comment ces techniques-là sont implémentées dans ChatGPT, qu'est-ce que peut faire ChatGPT, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, etc. Donc, après, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions que vous voudrez. Donc, l'analyse de données est passée par différentes périodes. Donc, les premières périodes qui datent du XVIIe siècle sont les statistiques. Après, on est arrivé à l'intelligence artificielle basique qui n'a pas très très bien fonctionné. À un certain moment, donc, on a dit on va abandonner un tout petit peu l'intelligence artificielle. Et ça a repris avec l'apprentissage automatique qui a démontré des capacités qui n'étaient pas possibles il y a quelques années. Moi, quand j'étais étudiant, par exemple, mes enseignants me disaient que la traduction automatique d'une langue vers une autre, c'est une gymnastique intellectuelle qui ne marchera jamais. Maintenant, elle marche très très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que fait ChatGPT. Donc, il y a toutes ces étapes par lesquelles on est passé. Et l'objectif, c'est d'être capable d'analyser les données, de produire des données. Donc, il y a des modèles, ce qu'on appelle des modèles génératifs, produire des données. C'est ce que fait ChatGPT. Il produit quelques données. Et puis, essayer d'explorer ces données-là pour obtenir éventuellement de nouvelles données et avancer. Et c'est comme ça que donc, le monde scientifique avance un tout petit peu. Alors, avant tout, on va expliquer quelques termes que les gens généralement confondent. Qu'est-ce que c'est que la data science? Qu'est-ce que c'est que le big data? Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? En fait, ils sont liés. C'est pas tout à fait la même chose, mais ils sont liés. D'accord? Donc, le big data et la data science sont la même chose. Ce n'est pas tout à fait ça. On va voir qu'il y a des intersections, il y a des divergences, etc. Et il y a des points où tout se regroupe. Il y a des points qui sont un tout petit peu dangereux, qu'il faut éviter. D'accord? Donc, si on représente un tout petit peu la data science et les big data, en fait, il y a une intersection énorme entre les deux, mais il y a des parties qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à cette intersection-là. Qu'est-ce que c'est que le big data? En fait, le big data, ça ne veut pas dire beaucoup de données. Il y a beaucoup de données, certainement, mais surtout la variété de données. On parle de 3V, 5V, 9V, etc. C'est-à-dire la variété de données, la vitesse de données, la versatilité des données, etc., etc. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. La data science, c'est le moyen de traiter les données de manière scientifique. Donc, ce n'est plus d'essayer de se baser sur l'expérience et de dire, voilà, je peux faire des choses par l'exemple. Donc, j'ai eu quelques expériences. Je vais essayer de reproduire cette expérience sur différents types de données. Ça ne marche pas parce que traiter des données numériques n'est pas traiter des données textuelles, n'est pas la même chose que traiter des données donc, sonores, images, etc., etc. Donc, il y a énormément de différences. Et la data science, ce sont les moyens scientifiques pour traiter tout type de données, quelle que soit la nature. Donc, les images, le son, etc. Maintenant, si on revient, quelles sont les compétences pour traiter tout cela? Il y a énormément de compétences. Il y a les compétences mathématiques et statistiques. Donc, c'est tout ce qui vient des mathématiques. Il y a les compétences informatiques, ce qu'on appelle hacking skills en anglais. Et puis, il y a l'expertise.
Les données ne peuvent pas, si on veut automatiser le traitement de données, on a besoin d'experts qui vont nous expliquer, parce que les informaticiens ne sont pas experts en médecine, ne sont pas experts en finance. Il faut des gens de métier qui ont l'expertise, qui leur expliquent le problème, éventuellement qu'est-ce qui est attendu, et puis on va modéliser ça. Alors, les modèles, un informaticien tout seul ne peut pas le faire. Un informaticien, s'il y a des informaticiens dans la salle, il va penser des boucles, des conditions, etc., etc. Et généralement, mettre un expert et un informaticien, c'est la zone dangereuse où on peut faire tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, pour qu'on puisse modéliser correctement les données, il faut un mathématicien ou un statisticien qui va vérifier que les modèles qui vont représenter les données qui sont capables de les traiter sont bons. Donc, il faut les démontrer. Et une fois ils sont bons, ils vont discuter avec l'informaticien et ils vont implémenter ça. Donc, il y aura l'expert, l'informaticien ou quelqu'un qui sait faire formaliser les choses, et puis l'informaticien. Et vous voyez, la data science, c'est l'intersection entre ces trois parties-là. La data science utilise le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est juste une collaboration entre les matheux et les informaticiens. Et ça peut être la même personne ou les mêmes personnes. Ou bien des personnes qui sont des spécialistes, etc. L'expert et les mathématiciens font la recherche classique, ce qui marche toujours, hein, mais maintenant on a besoin, avec la quantité de données, justement le big data, d'une rapidité de traitement de données. C'est pour ça qu'on doit automatiser. Et voilà la data science. Donc pour mettre un tout petit peu en rapport les différents points et les différents termes utilisés. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le machine learning? Le machine learning, c'est un moyen de donner la capacité à la machine de résoudre le problème sans être explicitement programmé de manière classique. C'est-à-dire, on ne va pas écrire un algorithme. C'est la machine qui va écrire l'algorithme adéquat, entre guillemets, on va voir comment. Et puis, elle va essayer d'appliquer ses connaissances et elle va résoudre des problèmes. Et maintenant, elle fait beaucoup de choses. ChatGPT, dont on va parler, vous lui posez des questions, il répond d'une manière générale, de manière cohérente. Vous avez votre téléphone, vous présentez votre visage, il vous reconnaît et il permet de déverrouiller éventuellement donc la machine. Tout ceci se fait par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'elle est appliquée? C'est lorsque l'informatique classique n'est pas possible. D'une manière générale, pour les informaticiens, si vous pouvez écrire un algorithme classique, allez-y. Vous avez la chose, donc vous allez avoir une solution exacte. Donc si vous voulez calculer la surface d'un rectangle, ce n'est pas la peine de faire un algorithme d'intelligence artificielle. Vous multipliez la hauteur par la largeur et vous avez ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, si vous pouvez écrire un algorithme classique, allez-y, ce n'est pas la peine de penser à intelligence artificielle. Quand est-ce qu'on va penser à intelligence artificielle? C'est lorsqu'il n'y a pas de solution classique. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez dans la rue, vous le reconnaissez, vous le saluez. Mais si on vous dit pourquoi vous l'avez reconnu, vous êtes incapable d'expliquer pourquoi vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu parce que vous le connaissez. Si vous essayez d'expliquer parce qu'il a 2 yeux, parce qu'il a des oreilles, etc., tout le monde a ça, du moins normalement constitué. Et donc, il est impossible d'expliquer comment on reconnaît une personne. De la même manière, si je suis en train de parler avec vous, vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Si je change en anglais ou en français, vous allez comprendre. Et intuitivement, on vous dit comment vous avez reconnu. Vous avez je connais la langue. Mais vous ne pouvez pas expliquer comment vous reconnaissez la langue. C'est dans ce cas-là où l'intelligence artificielle s'impose. Donc, on ne peut pas écrire des algorithmes classiques. Donc, à ce moment-là, on utilise l'intelligence artificielle. Alors, on va expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire. La machine peut être capable ou la capacité d'apprendre sans être explicitement programmée. En fait, on va faire ça par l'exemple. Alors, on va prendre un ensemble de données. Ces ensembles de données peuvent être, par exemple, des images. Il y a un certain nombre d'images de chiens, de chats, de poissons, d'oiseaux, etc., etc. Et je dois classer ces objets-là. Je dois reconnaître un chat, un chien, etc. C'est-à-dire, lorsque je donne à la machine une image, elle doit me dire c'est un chat ou un chien, etc., etc. Donc, je dois trouver quels sont les moyens pour classer ces 4 objets-là. Et généralement, l'informaticien traditionnel, il va dire, si par exemple la caractéristique 1 est égale à 8, par exemple la caractéristique 1, est-ce qu'elle a une queue? Et que la caractéristique 2 est strictement inférieure à 2, par exemple, le nombre de pattes est inférieur à 2, alors c'est un oiseau, sinon, etc., etc. Donc les gens vont dire, je vais écrire ça, et puis en fonction des réponses, je vais dire si c'est un chat, si c'est un chien, etc., etc. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche.
Pourquoi? Parce que tout simplement, les if, else, etc., les si, sinon, etc., ça s'applique à l'ensemble de données que vous avez ici. Et un oiseau peut avoir un accident, il a une patte de moins. Un chien peut avoir un accident, il a une oreille de moins. Donc, ces if, else, etc. ne marchent pas. Alors, comment on va faire? Comment ça se passe? L'apprentissage automatique, en fait, on va remplacer ça. Donc, déjà, pour l'apprentissage classique, ça, c'est l'extraction des caractéristiques. C'est les F1, F2, les caractéristiques qui peuvent déterminer ce que c'est qu'un chat, un chien, etc. Et là, les règles donc de décision, entre guillemets. Donc, on va remplacer ça, en fait, par ce qu'on appelle un cerveau artificiel. En l'occurrence, ici, je représente ce qu'on appelle un réseau de neurones. Et il y a plusieurs types de réseaux de neurones, parmi lesquels, ChatGPT, on utilise un certain nombre. Donc, en fait, on ne va pas programmer. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste développer un modèle qui est basé sur des mathématiques, qui permet à la machine d'apprendre par l'exemple. C'est-à-dire, je lui donne des images, elle va essayer elle-même de trouver les caractéristiques adéquates et elle va les corriger au fur et à mesure. Tout ce que j'implémente dans le modèle-là, c'est des fonctions mathématiques d'optimisation qui disent ou qui orientent, dans le cas d'un apprentissage supervisé, la machine à minimiser ses erreurs. Mais je ne lui dis pas comment elle reconnaît un chien. Pas du tout. Je lui donne juste des exemples. Je lui donne des images de chats, de chiens, etc., etc. Pareil pour la langue, je lui donne un certain nombre d'exemples pour qu'elle puisse comprendre la structure d'une langue française, anglaise, arabe, etc., etc. Et elle va, à partir de là, être capable de comprendre, entre guillemets, le contexte d'une phrase, ce n'est pas comprendre réellement la phrase, et produire de nouvelles phrases. C'est ce qu'on appelle les modèles génératifs, c'est-à-dire qu'elle va générer de la connaissance. Donc ce cerveau-là, il a un certain nombre de paramètres qui navigue entre guillemets de la couche d'entrée qui est par exemple là où je donne une image à la couche de sortie qui est la décision, est-ce que c'est un chat, un chien, etc., etc. Il y a pas mal de paramètres. Ces paramètres-là vont être adaptés au fur et à mesure de telle sorte que la machine corrige ses erreurs. Par exemple, je lui donne un chat, lui il me dit c'est un oiseau. Donc la représentation d'un chat et la représentation d'un oiseau se fait de manière mathématique avec des vecteurs. Et donc je peux calculer la différence et la divergence entre deux vecteurs, que ce soit par le cosinus de l'angle qu'ils forment ou bien par la distance s'ils sont dans le même espace vectoriel. Et donc je vais calculer la différence entre les deux vecteurs et je lui dis tu te trompes. Modélise, change tes paramètres pour que tu te rapproches du vecteur d'un oiseau. Donc je ne lui dis pas ce que c'est que le vecteur d'un oiseau, c'est lui qui va l'extraire et il va le comparer. Et du coup, donc il apprend en adaptant des paramètres. Mais je ne lui dis pas comment il reconnaît un objet d'un autre. Donc voilà comment une machine apprend d'une manière générale par l'expérience, par l'exemple. Tout ce que je lui donne des exemples et elle doit se débrouiller pour comprendre comment ces exemples sont faits parce que moi je suis incapable de les exprimer. Donc elle-même, elle va prendre les détails les plus répétitifs parce que quand je lui donne des images de chiens, je dois lui donner plusieurs images de chiens. Si par exemple je ne lui donne que des images de husky, donc, elle va supposer que les oreilles de chien sont toujours dressées. Donc, je dois lui donner des exemples où les oreilles de chien sont dressées, sont baissées, le museau, etc., etc. Donc, je lui donne différents chiens et surtout dans différentes situations. Quel est le problème de l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Le surapprentissage, c'est lorsque je donne, supposons par exemple que je veuille faire un modèle qui reconnaît cette salle-là. Je vais prendre des photos de cette salle-là de différents endroits. Supposons que toutes les photos que je prends de la salle contiennent des personnes. Donc, le fait de répéter, la machine va supposer que les personnes font partie de la salle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est-à-dire apprendre le modèle, y compris les défauts du modèle. Donc, on va essayer de donner différentes situations, c'est-à-dire un chien sur le gazon, un chien devant un mur, un chien avec, où il y a derrière d'autres animaux, etc., etc. Et le fait que les chiens donc, sont dans des environnements différents, la machine ne va retenir que les caractéristiques qui représentent le chien. Elle va éliminer automatiquement tout ce qui représente le bruit. Donc, et elle le fait toute seule. Alors donc, c'est ça. Donc, au lieu d'écrire des règles, donc, la machine va les apprendre toute seule. Et quel que soit le sujet. Maintenant, vous avez énormément de domaines d'application, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Certainement, la personne devant moi en a parlé, donc il y a énormément. On l'applique beaucoup aux médecines maintenant. Dernièrement, il y a eu un concours, pour vous dire, entre des médecins spécialistes du cancer et une machine. On a pris des images de cellules cancérigènes de la peau, donc le cancer de la peau, et on a pris des sommités mondiales
donc des oncologues, et on leur a dit classer les cellules qui sont ce qu'on appelle les grains de beauté bénignes et les cancers donc, dangereux, les cellules malignes. Et donc, ils se sont mis d'accord, il y avait une trentaine de médecins, je crois. Ils ont classé, ça, d'après eux, ça c'est des cellules normales, et ça c'est des cellules cancérigènes. Et on s'est rendu compte qu'ils se sont trompés à 33%, c'est-à-dire 67% de leur prévision était bonne, c'est-à-dire c'était réellement soit des cellules malades, soit des cellules saines, et 33% des erreurs. On a pris un modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle les réseaux de neurones convolutionnels, et on lui a donné les mêmes images pour qu'il classe les cellules malades et les cellules saines. Et en fait, lui, il a donné 97% de bons résultats et 3% d'erreurs. La question n'est pas que la machine est plus intelligente, c'est pas du tout ça. Il y a deux facteurs qui font que la machine soit plus performante, mais pas plus intelligente que l'homme. Le premier, c'est la subjectivité, c'est-à-dire que les médecins, lorsqu'ils traitent des cas, ils vont prendre l'expérience. Par exemple, il a remarqué que les cellules allongées sont malades, etc. Je ne suis pas médecin, donc je dis n'importe quoi. Donc, il va associer automatiquement ça. Et donc, il va faire ce qu'on appelle le surapprentissage. La machine, vu qu'elle va prendre beaucoup de cellules, donc elle va traiter toutes les formes de cellules possibles et imaginables. La deuxième chose, c'est que le système de perception humain, l'œil, n'est pas très performant. Lorsqu'il y a une variation qui peut engendrer un cancer d'un dixième de millimètre, l'œil humain ne peut pas le voir. Alors que la machine, elle est capable de le détecter. C'est pour ça qu'elle est plus performante, mais elle n'est pas plus intelligente. Maintenant, il y a d'autres domaines, parmi lesquels, donc, ce dont on va parler maintenant, qui sont donc ChatGPT. Alors, qu'est-ce que c'est que ChatGPT? En fait, c'est avant tout un agent conversationnel, ce qu'on appelle chatbot. C'est-à-dire, je lui pose des questions, il répond, etc. Mais pas que. Ce n'est pas uniquement un chatbot. Un chatbot, c'est le modèle le plus simple de ce que peut faire ChatGPT. Donc, c'est un modèle de langage. Ça veut dire quoi, un modèle de langage? Ça veut dire qu'il est capable d'analyser des phrases en langue naturelle, il est capable de les décomposer et d'en extraire un contexte, et il est aussi capable de générer d'autres phrases cohérentes. La génération de phrases cohérentes, elle est basée sur deux choses, sur des statistiques. Les statistiques disent, lorsque je génère un mot, quelle est la probabilité que le mot qui le suit soit celui-là ou celui-là ou celui-là. C'est ce que font, par exemple, lorsque vous écrivez un email avec Gmail, il vous propose le mot prochain. C'est en proposant, et généralement il tombe sur le bon parce qu'il analyse le contexte. Il peut même proposer de compléter le mot. Lorsque vous tapez 3 caractères, il complète le mot. Tout ceci est basé sur un modèle de langage, ce qu'on appelle le modèle de langage, qui utilise un type de réseau de neurones particulier qui s'appelle les réseaux de neurones récurrents. D'accord? Et donc, un modèle de langage qui est conçu pour générer des réponses semblables à celles d'un être humain. C'est-à-dire, il propose en différentes langues des réponses qui sont cohérentes. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont testé, vous pouvez lui parler en tunisien, en écrivant en phonétique. Il vous répond en français. Oui, je parle tunisien. Et vous lui posez une question en tunisien, il répond. Donc là aussi, c'est le fait d'avoir appris un certain nombre de langages avec donc cet apprentissage dont on a parlé. C'est l'apprentissage supervisé. D'accord ? Donc, il a été entraîné sur un grand ensemble de données, comme Wikipédia, des données comme le New York Times, des données comme des livres, etc. Et donc, il a appris un certain nombre de choses. Il est capable, donc, de répondre en différentes langues. Donc, pour résumer un tout petit peu, avant de voir comment il fonctionne, ChatGPT, c'est juste un agent conversationnel évolué, puisqu'il est capable de générer des réponses à des questions, et vous pouvez lui poser des questions, y compris en informatique. Pour les informaticiens, vous lui dites, est-ce que tu peux me proposer un algorithme de tri? Ça a été fait, il vous propose un algorithme de tri. Il vous propose généralement un algorithme quelconque, il vous dit la complexité, blabla. Vous lui dites, ça, c'est pas ce que je cherche un truc plus performant, il vous propose un algorithme plus performant. Donc, il est capable de faire ça, et ça marche très bien. Alors, donc la fonction principale de ChatGPT est de fournir une assistance et de répondre à des questions. Donc là, il faut faire attention, on va parler un tout petit peu à la fin des dangers de ChatGPT. ChatGPT, c'est un outil d'assistance. Il ne faut pas qu'il se substitue à la personne elle-même. Donc ça devient dangereux dans ce cas-là. Donc il est capable d'apporter une aide pour des tâches comme fournir des informations sur un sujet particulier, suggérer des solutions à des problèmes, etc., etc. Donc
il utilise ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et l'apprentissage profond qu'il utilise, ce sont des réseaux de neurones récurrents, parce qu'ils se répètent, c'est ça la récurrence. Et donc, dans cette récurrence-là, il va, dans un premier temps, encoder quelque chose. Qu'est-ce qu'il va encoder? Il va encoder la question que vous lui avez posée. Donc, pour qu'il puisse en extraire un certain nombre de choses, et particulièrement le contexte de cette question-là. Une fois il a encodé la question, il va appliquer ces algorithmes et ce qu'il a appris pour trouver une solution, et après il va décoder la solution pour proposer une nouvelle phrase. Donc il prend une phrase, lui il ne comprend pas comme nous les langues directement, il prend une phrase, il l'encode dans un modèle qui est basé sur l'algorithmique mathématique, etc. Il analyse cette phrase-là, et à partir de là, il va résoudre le problème. Une fois il a compris le contexte, il va le résoudre bien sûr de manière informatique que le commun de l'être humain ne comprend pas, et puis il va la décoder donc pour produire une phrase. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de faire beaucoup de choses. Parmi les choses qu'il est capable de faire, il est capable de traduire. Vous lui dites traduisez-moi cette langue en allemand, il est capable de la traduire. Donc dans ce cas-là, il encode la phrase et le décodage c'est produire une nouvelle phrase. Vous lui donnez un texte et vous dites quel est le sentiment qui est exprimé par ce texte-là. Il va vous dire c'est un texte triste, joyeux ou neutre. Donc dans ce cas-là, le décodage correspond à 3 valeurs, disons -1, 0 et 1. -1 c'est négatif, 0 c'est neutre et +1 c'est positif. Il est capable aussi par lui-même de produire, lorsqu'il va produire une phrase, de produire le mot qui suit un mot déjà produit de manière cohérente. Donc il fait ces 3 choses-là. C'est pour ça qu'on dit que ChatGPT, c'est un modèle de langage, pas uniquement un chatbot. D'accord? Donc il utilise ces algorithmes-là. On ne va pas rentrer, si vous avez des questions, bien sûr, je me ferai plaisir à y répondre tout à l'heure. Mais il utilise des techniques d'intelligence artificielle qui sont quand même assez poussées, parmi lesquelles il y a ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Alors je pense que j'en parle un tout petit peu dans le slide profond. Le slide d'après. Donc, avant tout, lorsqu'il va analyser une phrase, il va la décomposer en ce qu'on appelle tokens, c'est-à-dire des morceaux de phrases qui sont des mots. Et parmi ces mots-là, le premier traitement qu'il fait, c'est éliminer les mots entre guillemets inutiles, usuels. Pour qu'il puisse extraire le contexte de la phrase, il ne va prendre que les mots importants pour la phrase. C'est quoi les mots usuels? Ce sont les mots qui se répètent, le, la, etc., etc. Pas besoin de ça. On appelle ça des mots vides, il les élimine. Après, il va normaliser les mots. Il ne va pas traiter chaque mot. Par exemple, il ne va pas traiter cheval, chevaux, cavalier, etc. Il va normaliser les mots avec un mot qui est généralement l'infinitif pour un verbe et le singulier pour un mot, etc., etc. Et après ça, il va construire un graphe de dépendance pour extraire donc le contexte de la phrase, ce qui lui permet de savoir quel est le problème posé. Il va résoudre le problème avec les algorithmes d'apprentissage. Donc comme je vous ai montré ça sur des images, mais ça peut être sur autre chose, en l'occurrence ici c'est les langues. Et une fois il a fait ça, il va produire une solution et il va produire les mots. Encore une fois, il va produire les mots de manière normalisée et après il va les composer en fonction du contexte de la phrase qu'il a compris en ajoutant les mots vides. Et comme ça, il répond réellement avec une phrase cohérente. Donc, le traitement, ça se fait avec des réseaux qui s'appellent les transformers, etc., etc. Et après, donc, parmi toutes les réponses possibles et imaginables, donc il va, puisque les phrases aussi peuvent être représentées avec des vecteurs, il va prendre le vecteur de la phrase qui est le plus proche du contexte de la question qui a été posée, il y répond avec cette phrase-là. Donc voilà comment ça marche. Et vous avez certainement testé, ça marche très très bien. Alors maintenant, il utilise ce qu'on appelle le mécanisme d'attention aussi. C'est quoi le mécanisme d'attention pour qu'il puisse comprendre le contexte de la phrase? C'est de donner de grandes probabilités aux mots qui sont susceptibles d'apporter le plus d'informations pour le contexte de la phrase. Donc, c'est des mécanismes qui sont utilisés dans les réseaux de neurones. L'attention, c'est-à-dire je vais mettre un point particulier où je vais donner plus d'importance aux mots qui semblent les plus importants. L'objectif donc de l'attention est d'aider le modèle à se concentrer sur les parties pertinentes de l'entrée. Donc comme ça, on élimine tout ce qui est bruit, ce qui ne sert à rien. Et puis, il utilise l'apprentissage par renforcement en utilisant une technique qui s'appelle l'autoplay. C'est quoi l'autoplay?
Donc, il va se poser lui-même des questions. Il va générer des questions ou prendre des questions qui sont quelque part, qu'il ne connaît pas, et il va produire des réponses. Et l'apprentissage par renforcement fonctionne avec deux principes, ce qu'on appelle la récompense et la punition. C'est-à-dire, lorsque on lui propose de trouver une solution, s'il s'éloigne de la solution, on va le punir. S'il s'approche de la solution, on va lui donner une récompense. Et donc l'algorithme, il va établir une stratégie en utilisant un certain nombre d'équations, etc., et des fonctions d'optimisation qui lui permettent de gagner le maximum. C'est-à-dire, il va développer une stratégie qui va lui permettre de gagner le maximum de points. Et donc, en gagnant le maximum de points, il va apprendre le mieux à répondre comme il faut aux questions. Bien sûr, les questions auxquelles est soumis ChatGPT ne sont pas des questions qu'il connaît facilement. Hein. Donc les questions que vous lui posez, il ne les connaît pas du tout. Mais il va utiliser la stratégie avec laquelle il a déjà répondu pour trouver les meilleures réponses à vos questions. Donc voilà un tout petit peu un récapitulatif comment fonctionne. Puis on utilise des techniques de raffinement, donc on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Comme je vous disais, si on rentre, on va rester là jusqu'au mois prochain. Alors donc, comment se fait l'évaluation des phrases proposées par ChatGPT? Elle se fait sur la qualité, bien sûr, syntaxique, sémantique. Syntaxique, c'est-à-dire l'écriture. Et généralement, il essaie d'optimiser pour ne pas répéter exactement les mêmes mots que vous avez posés en utilisant des synonymes, etc. Il peut faire la différence entre ce qu'on appelle les faux amis lorsque vous lui posez une question dans laquelle il y a deux langues mélangées. Par exemple, rester en français et reste en anglais qui ne veulent pas dire la même chose, etc. Donc il est capable de faire ce genre de différence. Et voilà, donc je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, il y a énormément de techniques qui sont basées sur des mathématiques et des techniques algorithmiques qui permettent à ChatGPT d'apprendre et non d'appliquer des règles algorithmiques classiques. Donc voilà la première chose à savoir sur ChatGPT. Alors, est-ce que ChatGPT est un moteur de recherche? Donc les gens pensent parfois que ChatGPT est un moteur de recherche. En un sens, oui, puisque vous lui posez des questions, il cherche les bonnes réponses. Mais dans le sens classique du mot, non. Il y a énormément de différences entre ChatGPT et les modèles de recherche. Et je vais développer un certain nombre de choses. Donc les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui ne peuvent pas remplacer un moteur de recherche. Si vous recherchez une information, il y a les moteurs de recherche qui sont un tout petit peu plus adaptés que ChatGPT. Alors on va proposer quelques différences entre ChatGPT et les moteurs de recherche. En termes facilité, les deux sont faciles à utiliser. ChatGPT ne se base pas sur des mots-clés. Si vous voulez faire une recherche sur Google, par exemple, vous devez choisir les mots-clés adéquats pour qu'ils répondent à ce que vous cherchez. Pour ChatGPT, vous lui posez n'importe quelle question avec le langage que vous voulez, comme je vous l'ai dit, y compris avec le tunisien, il va trouver une réponse adéquate à votre question. D'accord ? Donc, par exemple, quel est le moyen le plus efficace pour promouvoir des vêtements pour femmes de grande taille, etc., etc. Les moteurs de recherche, eux aussi, sont faciles à utiliser puisqu'il suffit de taper les mots-clés, sauf que il faut bien choisir les mots-clés. Si vous ne choisissez pas les bons mots-clés, la réponse sera mauvaise. Et c'est pour ça que lorsque vous avez des réponses avec Google, etc., vous avez énormément de réponses, mais la plupart de ces réponses-là sont des réponses inutiles qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez. En termes de rapidité, généralement, pour ChatGPT, le délai de réponse moyen à une question, en fonction de la complexité de la question, est 60 secondes. C'est beaucoup plus rapide pour un moteur de recherche, sauf que le moteur de recherche, vous devez continuer à rechercher manuellement les réponses qui correspondent à votre question. ChatGPT, il vous donne directement la réponse. Alors que là, donc, en termes de performance, ChatGPT peut être considéré comme étant plus efficace que les moteurs de recherche classiques. Maintenant, en termes de précision, la précision de ChatGPT, généralement, elle est appréciée parce qu'il donne une réponse parfois générale, mais qui correspond réellement à la question que vous avez posée. Pour un moteur de recherche, selon les mots-clés que vous avez tapés, la précision peut être 0, ça veut dire rien ne correspond à ce que vous cherchez, ou bien elle peut être 100%, c'est-à-dire tout correspond. Donc la précision d'un moteur de recherche, elle est variable. Les sources de ChatGPT, elles sont inconnues. Il vous donne une réponse, il ne vous dit pas d'où est-ce qu'il a tiré cette réponse. Donc, du coup, la réponse peut ne pas être fiable. Et il y a énormément de choses où ChatGPT ne donne pas la bonne réponse. Par contre,
les moteurs de recherche, eux, non seulement ils vous donnent soit les sites qui proposent la réponse, soit des liens sur ces sites-là. Donc là, vous avez le lien et vous pouvez vérifier par vous-même la fiabilité de la réponse. D'accord? Les droits, donc généralement, lorsque vous posez une question, vous avez les réponses. En ChatGPT, les droits vous appartiennent. La réponse que vous a donnée ChatGPT, elle vous appartient. Sauf qu'il y a encore un certain nombre de débats juridiques à ce niveau-là. Par contre, pour un moteur de recherche, les droits appartiennent soit au site qui donne, soit à l'éditeur donc, de la réponse. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de différences quand même entre un moteur de recherche, et il y en a d'autres, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, quel est l'impact de ChatGPT sur la gestion ou l'analyse de données? Donc, ChatGPT est devenu très populaire de par le monde. Je pense qu'en Tunisie, c'est aussi le cas. Et donc, c'est un moyen de l'entraîner encore plus. C'est-à-dire, plus vous posez des questions à ChatGPT, plus il apprend et plus ses réponses sont fiables, etc. etc. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc le fait d'être adopté aussi par des entreprises, et maintenant il y a des API qui permettent d'utiliser ChatGPT, etc., là aussi ça lui donne un point. Ça pour ce qu'on appelle le modèle génératif, c'est-à-dire lorsqu'il va générer des réponses. Donc là, il n'y a aucun souci, ChatGPT, il est très très bon. Par contre, maintenant, en termes analyse, est-ce qu'on pense qu'on va faire un processus automatique qui va poser les questions, qui va trouver les réponses, qui va analyser? On peut l'imaginer. Sauf que ChatGPT ne peut pas poser les questions adéquates en fonction des métiers. Donc là, en termes d'analyse, il y a énormément de points encore faibles au niveau de ChatGPT. Il ne peut pas poser les questions adéquates. Du coup, il ne sait pas quelle est la fiabilité de la réponse. Et du coup, il ne peut pas analyser les données. Donc dans ce point-là, il n'y a pas encore photo. ChatGPT présente un certain nombre donc de faiblesses à ce niveau-là. Alors, quelles sont maintenant les limites réelles de ChatGPT? Je vais vous proposer des questions que je lui ai posées. Et donc, vous regardez la réponse. Je lui ai posé la question, c'était hier, peux-tu réaliser une représentation animée sur un sujet donné? Il me dit, je suis désolé, mais en tant que modèle de langage, je ne suis pas capable de réaliser une présentation. Bien sûr, vous pouvez reproduire ces questions-là. Je ne peux pas réaliser une présentation animée sur un sujet donné. Cependant, je peux vous aider à planifier, etc. etc. Donc ça, c'est un danger où les gens pensent parfois qu'ils peuvent remplacer leur personne par ChatGPT. Il n'est pas capable de tout faire. Donc la première question, il m'a dit non, je ne peux pas. Je lui ai posé plusieurs questions. Une deuxième question, je n'ai pas mis toutes les questions. Est-ce que tu sais manipuler de l'image et du son? Donc il m'a dit oui, mais je ne peux donner que des expressions. Grosso modo, ChatGPT n'est pas multimédia. Il ne traite que du texte. Donc, une différence fondamentale entre ChatGPT, un moteur de recherche, qui lui est capable de vous trouver des vidéos, de l'audio, des images, etc., etc. Donc, ChatGPT peut donner des descriptions sur des images si vous lui dites. Oui. On en parlera. Oui, oui, mais ce n'est pas. Les intelligences artificielles qui font des images, il y en a partout. Mais ceux-là sont spécialisés. ChatGPT, il a introduit l'image, effectivement, dans la version 4, mais il n'est pas si performant que ça pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, vous lui dites une description d'une image, il va essayer de trouver une image qui ressemble à votre description. Mais il est incapable, comme modèle génératif, de générer une image. Donc, c'est ça la faiblesse. C'est-à-dire que lui, il se présente comme un modèle génératif, mais il ne génère pas d'image. Il y a des intelligences artificielles qui sont capables. Je veux une image qui contient ça et ça, elle vous génère ça. Il existe, ça existe ça. Par contre, ce qu'il peut faire, et ce qui est très bien, mais ça c'est quelque chose de classique, vous lui donnez une image pour la décrire, il vous sort un texte qui décrit réellement l'image. Ça, il vient de le faire dans la version 4. Donc la génération de description de scène, c'est une technique qui existe, ils l'ont intégrée il n'y a pas très longtemps, donc dans la version 4. Alors, une autre question, peux-tu me trouver l'image de la Joconde? La même chose, là maintenant dans le ChatGPT 4, il serait capable de le faire, mais dans le ChatGPT 3, il me disait qu'il ne peut pas le faire parce que c'est juste un modèle de langage. Qui ça? Oui, mais qui a fait ça?
Oui, c'est néerlandais, oui. Oui. Mais on n'a pas besoin de ChatGPT pour faire ça. Il y a des filtres sur Photoshop, etc., qui font la même chose. Donc là, il n'a pas fait une évolution moderne. C'est-à-dire, il a pris les filtres qui existent et il a reproduit. Il a reproduit les filtres. Mais il est incapable de générer une image sur une description précise en utilisant le style de Van Gogh, etc. Pour le moment, il ne le fait pas. Ça viendra, certainement, ça viendra. Oui, oui. Et s'il y a des gens qui achètent, tant mieux, tant pis pour eux. Mais le problème, c'est que donc, produire des tableaux qui ressemblent à Van Gogh, il y a des filtres sur les traitements d'images qui permettent de le faire. Donc là, ce n'est pas une avancée majeure. Comme la description de scène, ça fait 10 ans qu'on sait, on prend une image et on génère des textes qui la décrit. Là, il vient de l'intégrer. Donc pour le moment, il n'a pas fait une avancée majeure dans ce terme génératif-là. Mais j'espère qu'il va venir. Il reproduit quelque chose, il va pas. Je m'excuse, c'est pas des filtres seulement, mais hier les rapports, on a l'expertise, on a les gens qui يحبوا يعملوا contrefaçon تاع Van Gogh, وثم des experts يقول لك هذا لا وعلاش هذا ياخذوا les textes ou l'expertise. وياخذوا بعد des tableaux تاع Van Gogh الكل ويطلع منهم. Mais on ne parlait pas de ça, on ne parlait pas de reproduire des tableaux de Van Gogh, on disait il imite le type de Van Gogh. L'imitation, il n'a pas apporté. Maintenant, reproduire peut-être, je n'ai pas vu cette information-là, mais peut-être qu'il peut reproduire. Mais la reproduction, c'est différent de imiter le style pour produire autre chose. Donc imiter, il ne génère rien, il prend un tableau, il va essayer de le reproduire. Alors que donc il y a des gens qui arrivent à le faire aussi, peut-être pas aussi bien que ChatGPT. Je n'ai pas vu cette caractéristique dans ChatGPT, mais imiter le style, c'est-à-dire générer quelque chose qui ressemble à un style, pour le moment, il ne le fait pas très bien. Bon, بالتكنولوجيا autre تشوف كلثوم قدامك معناتها وتغني. لكن هي مش كلثوم ماتت. Oui, ça, on prend Obama, on lui fait chanter, etc. Là aussi, ce sont des modèles qui existent depuis 5-6 ans. C'est-à-dire, nous, on cherche à ce qu'il apporte une nouveauté. Je sais, dernièrement, surtout les Asiatiques, dernièrement, c'est important pour les jeunes. Moi, je suis conseiller financier et je suis détecteur de compétences. Je travaille avec les bailleurs de fonds, développement régional dans le cadre de la coopération internationale. Par exemple, j'ai constaté les Asiatiques, quand ils arrivent pour faire des projets en Tunisie, j'ai une technologie très avancée les autres. Par exemple, dernièrement, l'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? قال لك تعملوا فيه انتم هوني توا خيوط نتاع ضوء اكسيتيرا الكتريسيتي ça coûte cher, vous n'avez pas le moyen. Maintenant, la technologie 5 سنين قدام, préparez-vous dès maintenant avec cette technologie. Ça, c'est le transfert de l'énergie sans fil. Sans fil. توا معناتها عندهم. On se base sur le micro-ondes. Non, attendez. ثم عندهم les Asiatiques عندهم grâce à laser, ولكن les Anglais grâce à يعملوها كيما الويفي. كل شيء يمشي بالويفي كي يوصل الباتيمون ثم بواتيه، البواتيه تقسم الضوء وحده وتقسم الانترنت وحدها. كي تبدا انت في الايمابل هذيك سي با لا بين باش تعمل خيوط وسي با لا بين معناتها باش تقعد تقلق نفسك. وحدك سون معناتها لي ماشين الديالوج انسامبل وهم يلقاوك معناتها الحلول. وزاد بالنسبه الترانسفير نتاع التكنولوجي يقول لك بوركوا انت تعمل في باغ لو ريزو دو لا ستيك انا نعمل لك برودكسيون وترانسفير نتاع الكتريسيتي مي دون لوتوروت. عندكم دو لوتوروت انا نجيب لكم نعمل لكم. سيتادير il y a beaucoup de choses. Je sais pas est-ce que dernièrement ما عرفتش انا الحقيقه مازلت كي بديت في الموضوع هذا. يقول لك l'informatique avec classique c'est dépassé. Maintenant elle est basée sur le binaire 1 et 0. 1 et 0. Ou l'informatique. يقول لك non. Ça m'a une autre technologie.
révolutionnaire. Non, il parle de l'ordinateur quantique qui continue à fonctionner. Exactement. Oui, Exactement. ça continue à fonctionner avec des 0 et des 1. Oui. Sauf que la quantité, ce qu'apporte l'ordinateur quantique, c'est la quantité d'informations traitées en même temps. Ça, Il se base sur un principe qui s'appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire deux atomes qui sont distants même des années-lumière. Ils s'intriquent, c'est-à-dire ils se mettent en relation et le changement d'état d'un atome entraîne le changement d'état de l'autre. Et donc, c'est ce qui va faire qu'au lieu de traiter donc, une quantité limitée de 0 et 1, comme on dit, on va traiter beaucoup de 0 et 1. Voilà. C'est quelque chose. Oui. وجي ترمين يقول لك توا انا نحب خاطر دي جون احنا انا وياك لي جون هو مازال قدامه وهما توا لا تكنولوجي اللي توا انت vous êtes d'accord avec moi d'ici 2030 ثم d'autres technologies اللي احنا ما نعرفوهاش بالكل. Certainement, j'espère bien. Sinon, la recherche scientifique s'arrête. Non, je vous dis quelque chose. J'espère que les jeunes vont faire beaucoup plus que ce qu'on a fait nous. انا مازلت كي خديت dossier dernièrement le stockage des données يقول لك احسن بقعه ما تعرف انت مهما كان سيبور باش تحطه ان سيغتان تون معناتها ما واحد يقول لك احسن بقعه فيها ستوكاج دي دوني توا يعملوا فيها لي زامريكان وكل فانا بقعه في l'ADN si tu arrives à manipuler l'ADN tu peux stocker معناتها toutes les données في l'ADN ولكن le plus important l'ADN تحفظ عليها في بقعه معناتها فرواد وتقعد لك 100 سنه 200 سنه 300 سنه. Merci. S'ils veulent stocker l'ADN... En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à être un cobaye pour qu'ils stockent de l'ADN, de l'information dans mon ADN. Ça risque d'entraîner des choses qu'on ne maîtrise pas. Ah, si, je connais bien Baguir, donc si. Ben, le domaine de l'informatique, il lui a donné beaucoup d'importance. C'est possible. Ben, en Tunisie, c'est les moyens qui manquent. Ben, je vais juste terminer vite fait. Donc, les perspectives, quelles sont les bonnes perspectives à ChatGPT? Je pense qu'un agent conversationnel comme ça peut être très utile pour des personnes dépendantes, des personnes d'un certain âge qui n'ont pas de famille, par exemple, lorsqu'il a un problème, ne serait-ce que donc, les premiers secours, c'est-à-dire ils sont un mal dans sa chambre à gauche, etc. Il peut à ce moment-là, avec un agent conversationnel qui va faire de la reconnaissance, donc traduire du speech au texte ou carrément traduire du speech directement, et on peut lui proposer les premiers secours, par exemple, lorsqu'on pressent une crise cardiaque, on lui dit surtout allongez-vous, ne bougez pas. Et puis éventuellement, avec l'IoT aujourd'hui, on peut prévenir les secours, etc., etc. Donc assistance à des élèves, puisque ChatGPT apprend lui-même par des questions. Pourquoi pas ne pas utiliser cette particularité-là pour faire en sorte que ChatGPT puisse assister des étudiants ou des élèves à poser des questions, etc., etc. Donc, juste quelques dangers, c'est de ne pas penser que ChatGPT peut remplacer la personne parce que parfois il ne donne pas les bonnes réponses. Moi, je lui ai posé une question justement sur mon domaine de l'informatique. Je lui ai dit, peux-tu calculer la complexité de l'algorithme Quicksort? Il m'a dit, la complexité moyenne, c'est O de n log de n, ce qu'il faut. La complexité moyenne de l'algorithme de tri rapide, c'est n au carré lorsqu'il est mal fait. Et c'est la complexité au meilleur des cas. Donc parfois, il donne de mauvaises réponses. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions.